Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien. Nous sommes à Bangui, en République centrafricaine, avec pour ce soir son Excellence Marie-Noëlle Koyara, ministre de la Défense. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Taï. Et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cet entretien. Vous êtes chez vous aussi. Merci. Alors, la République centrafricaine s'apprête à des élections couplées, législatives et présidentielles, dans un climat plus ou moins tendu. Quel regard vous portez sur ce double scrutin? Permettez-moi d'abord, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême de les armées, le professeur Faustin Archange Touadéra, au nom du Premier ministre, de m'incliner devant la mémoire de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que la population civile qui vient encore de perdre la vie ces derniers jours dans des affrontements qu'on ne comprend pas. La question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que, comme vous l'avez dit, on s'apprête à aller aux élections. Et à ma connaissance, ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections en République centrafricaine. Ça fait partie de notre constitution. C'est un droit constitutionnel qui est donné, qui est offert à tout peuple, à toute personne. Et prenons le cas de notre pays, à tout centrafricain à l'âge de voter, d'aller librement choisir soit le président de la République, soit le député de son choix pour gouverner et conduire la destinée du peuple centrafricain. Mais cette fois-ci, nous nous posons la question, pourquoi à l'approche de ces élections qui auront lieu le 27 décembre, nous assistons bizarrement à des attaques, à des affrontements par-ci, par-là, mais nous restons sereins. Nous restons sereins parce que les informations qui nous reviennent du terrain nous montrent bien que le peuple centrafricain est décidé à aller à ces élections pour élire les hommes de leur choix, les hommes et les femmes de leur choix. Et nous allons y arriver. Jusqu'à il y a quelques heures, la panique était surtout très loin de Bangui. Mais ce matin, on a eu comme une crise de panique au sein de la population. Qu'en était-il exactement? Malheureusement, notre pays vit de plus en plus de rumeurs. Et voilà un exemple que vous avez vécu en direct. Il a fallu que des taxis-motos qui transportaient des blessés suite à un accident à l'entrée de Bangui donnent l'alerte comme quoi les ennemis de la paix étaient à l'entrée de Bangui pour que tout le monde commence à plier bagage. Mais vous pouvez le comprendre parce que depuis que notre pays existe, la crise de 2013 a été la crise la plus grave que notre pays a connue. Et les gens gardent encore les stigmates de cette crise. Et la population centrafricaine qui a pris plus de 5 à 6 ans pour se reconstruire, pour reconstruire leurs biens, pour envoyer leurs enfants à l'école, n'aimerait plus revivre ce que nous avons vécu en 2013. C'est pour cela que vous voyez dès qu'il y a un signal, il y a la panique. Mais très rapidement, le gouvernement est monté au créneau pour rassurer les Centrafricains qu'il n'en était pas question. Surtout que nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les partenaires, étaient à l'entrée de Bangui pour sécuriser la ville de Bangui. Vous voyez que c'est contradictoire. Pendant que les forces sortaient pour aller sécuriser Bangui, on vient dire à la population que Bangui est attaqué. Ça, c'est au-delà des rumeurs, c'est un jeu pour créer la panique. Parce qu'il y a quelques jours, nous avons appris qu'il y a vraiment un engouement de la population pour aller retirer les cartes d'électeurs. Et donc, quand la population se bouscule pour aller retirer les cartes, ça veut dire que la population est prête à aller voter. Cette population, on peut lui dire qu'en ce moment, donc, tout est calme à Bangui.
Tout est calme à Bangui, vous avez constaté. Je crois que vous-même, vous avez eu à circuler. Vous avez circulé, nous avons communiqué, nous avons dit à la population qu'il n'en était rien. Et la vie a repris son cours. Un pays qui sort d'une crise, une longue crise sociopolitique et aujourd'hui se prépare à aller vers des élections. Madame la ministre, vous convenez avec moi que l'enjeu majeur de ce scrutin sera la question sécuritaire, tout comme en 2016. Comment vous appréhendez justement la sécurisation du pays pendant cette période électorale? Je vais d'abord vous expliquer tout le processus qui a été mis en place pour accompagner ces élections qui vont se dérouler chez nous. La République centrafricaine, contrairement à d'autres pays, a choisi de confier la mission des élections à ce que nous appelons Autorité nationale des élections. Parce que dans certains pays, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections. Mais ici, chez nous, par souci de transparence, nous avons préféré qu'il y ait une autre autorité indépendante qui organise les élections. Mais étant donné que dans tous les pays, c'est le gouvernement qui est le premier responsable de l'organisation des élections, il a été mis en place ce que nous appelons un comité stratégique des élections qui est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Au sein de ce comité stratégique, vous avez tous les présidents des institutions, la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil de la communication, le Conseil économique et social, le Parlement. Nous avons la plupart des ambassadeurs qui sont ici dans notre pays, surtout ceux du G5. Nous avons aussi les représentants de l'opposition et les représentants des partis au pouvoir. Nous avons aussi la société civile. Donc c'est tout ce monde qui constitue le cadre stratégique. Parallèlement à cela, tirant l'expérience des élections de 2015-2016, nous avons réactivé aussi un cadre de concertation. Et dans ce cadre de concertation, vous retrouvez tous les représentants des partis politiques qui peuvent se prononcer sur les décisions qui sont prises à chaque étape que l'on s'avance vers les élections. Et pour répondre à votre question, sous le comité stratégique, il a été créé un comité de sécurisation des élections dont le chef de l'État a bien voulu me confier la charge. Donc nous travaillons au niveau de ce comité qui est composé du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité. Nous avons aussi les différents chefs d'état-major de la gendarmerie, de la police et des forces armées centrafricaines. Et en dessous du comité national, nous avons les comités préfectoraux et les comités sous-préfectoraux avec lesquels nous avons toutes les semaines une vidéoconférence pour faire le point sur l'organisation au niveau des différentes préfectures et aussi le niveau de préparation des élections. Donc au sein de notre comité, nous avons plusieurs responsabilités. Nous pouvons recevoir les demandes des différents leaders de partis qui sont candidats aux élections présidentielles pour mettre à leur disposition les éléments nécessaires pour leur sécurité. Nous le faisons aussi pour les institutions telles que l'ANE et la Cour constitutionnelle. Vous conviendrez avec nous que les candidats aux législatives sont plus d'1 millier. Donc c'est difficile de coller à chaque candidat un élément de sécurité. Mais toutefois, au niveau des zones où ils doivent intervenir, il y a des services de sécurité qui sont en place auxquels ils peuvent faire appel. Et pour faire ce travail de sécurisation, depuis le mois d'avril, nous avons pris conscience que la sécurisation serait très importante pour la réussite de ces élections. Donc un plan intégré de sécurisation a été élaboré avec nos partenaires de la MINUSCA et les différentes forces de notre pays, les forces de défense et de sécurité. Et nous avons aussi inclus dans ce comité, dans ce plan intégré, ceux de la justice. Ce plan intégré prend en compte aussi bien les problèmes sociaux qui peuvent perturber les élections, les problèmes sécuritaires
Et aussi les problèmes logistiques. Parce que si nous ne jetons pas un coup d'œil sur l'aspect logistique, ça peut entacher les élections. Donc ce plan intégré est en cours d'exécution et jusque-là, les choses se passent bien jusqu'au moment où il y a eu l'invalidation de quelques candidats qui aujourd'hui deviennent, disons, des sources de sécurité au niveau du pays. Quand vous dites de quelques candidats, il y a parmi ceux-là l'ancien président François Bozizé. Oui, il y a eu invalidation de certains candidats aux législatives. Et il y a eu aussi invalidation de certains candidats à la présidentielle. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est quatre candidats à la présidentielle qui ont été invalidés, dont le président Bozizé dont vous faites allusion. Alors, nous allons avancer légèrement en se disant qu'effectivement, toutes les mesures prises devraient normalement rassurer les Centrafricains quant à la date du 27 décembre. Mais de manière générale, à son arrivée au pouvoir en 2016, le président, professeur Faustin Archange Touadéra, avait annoncé une série de réformes, et notamment dans l'armée. Est-ce que ces réformes sont effectives? Est-ce qu'à cette date, on peut dire que les FACA, Forces armées centrafricaines, sont prêts à affronter tous les défis qui leur sont présentés? Je peux déjà, pour vous résumer, je pense, et si on voit bien l'avis de la population centrafricaine, ces réformes sont vraiment positives. On a des résultats auxquels on ne s'y attendait pas en très peu de temps. Au niveau de ces réformes, il y a quelques grandes lignes que je peux vous citer. Le président a décidé de mettre en place une armée de garnison au lieu d'avoir une armée de projection comme cela s'est toujours fait. Ça permet de rapprocher l'armée de la population. Ça, c'est très important. Un programme important de formation de notre armée a été mis en place, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Beaucoup de nos militaires ont été en formation. Je peux vous dire que nous avons des hommes aguerris. Mais n'oubliez pas qu'on avait le poids de l'embargo sur nous. Souvent, quand on parle d'embargo, les gens pensent que c'était seulement sur les armes. Mais au début, il y avait même l'embargo sur la formation. On ne pouvait pas envoyer nos éléments en formation. Il a fallu négocier pour qu'on arrive à enlever ce poids pour que nos hommes aillent en formation. Même l'alimentation de l'armée était sous embargo. Et on peut se poser cette question. Pourquoi jusqu'à ce point? Mais les efforts ont été faits par le gouvernement. Et puisque nos hommes étaient formés, il fallait bien qu'ils aient les moyens nécessaires pour assurer leur mission de militaire. Un militaire ne peut pas être fonctionnaire s'il n'a pas d'armes. Nous avons réussi, à travers les différents efforts, à répondre aux différents critères qui nous étaient imposés par l'embargo. Mais avant d'aller loin, je préfère vous dire que cet embargo était voulu au début par le gouvernement centrafricain parce qu'il y avait beaucoup d'armes qui circulaient dans notre pays. On a eu beaucoup de rébellions qui amenaient des armes de tous les différents pays voisins. Parce que vous savez très bien, la sous-région de l'Afrique centrale a connu beaucoup de crises. Donc les armes circulent partout. Et nous, on n'avait pas notre armée en place pour assurer la sécurisation de nos frontières. C'est pour ça qu'on a accepté cet embargo sur les armes, pour réduire la circulation des armes dans notre pays. Mais depuis 2016, à partir du moment où on a un chef d'État démocratiquement élu, à partir du moment où on a une armée qui est en reconstruction et dont il faut équiper pour qu'elle soit en plénitude de sa mission, l'embargo ne se justifiait pas. L'embargo ne se justifiait pas du tout. Mais quelques problèmes se sont posés. On a souhaité que le gouvernement puisse remplir quelques critères pour que l'embargo soit levé. Nous les avons faits, soit avec les moyens de l'État, soit avec les moyens que les partenaires ont mis à notre disposition. Des efforts ont été faits. Je vous donnerai par exemple,
Il nous fallait des magasins de stockage des armes et des munitions parce que tout était détruit. Donc sans les magasins de stockage, les armes continueraient toujours à circuler. Mais aujourd'hui, nous avons construit des magasins qui dépassent la capacité de ce dont on a besoin pour notre armée. Ça veut dire qu'il y a une grande avancée, Madame la Ministre. Nous avons fait beaucoup d'efforts et je peux vous l'affirmer. Nous avons fait vraiment des efforts. L'embargo a été allégé, mais ce n'est pas ce que nous attendons. Nous voulons que notre armée soit correctement équipée pour défendre le pays. Aujourd'hui, vous voyez avec ce problème que vous venez de soulever tout à l'heure, il faut bien que notre armée soit sur le terrain avec tous les équipements nécessaires. Nous ne devons pas compter seulement les quelques munitions et armes pour envoyer les gens sur le terrain. Donc, je vous dis que notre armée est bien formée. Nous avons commencé à construire les différentes garnisons pour recevoir nos différentes zones de défense qui sont au nombre de 4. Les 4 ont été définis par rapport aux défis sécuritaires du pays. Donc il y a le nord-ouest, il y a le nord, le centre et l'est. Ça a été choisi parce que vous connaissez très bien tous les défis sécuritaires que nous avons au niveau de l'Afrique centrale, y compris l'avancée du pastoralisme qui se transforme aujourd'hui en un conflit sécuritaire réel. Et tout cela a été pris en compte. Et par rapport à toutes ces initiatives, les différents textes en vigueur ont été pris. On a pu avoir notre loi de programmation militaire. La première fois depuis plus de 20 ans, nous avons pu faire élire aussi au niveau de l'Assemblée les textes de loi sur le statut du militaire, important, qui permet à nos militaires de connaître leurs droits et devoirs. Et nous avons aussi d'autres réformes, que ce soit au niveau des différents corps de l'armée et des bataillons. En tout cas, les réformes, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et positives surtout. Très bien. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Et nous avons fait des réformes vraiment qualitatives. Voilà. Alors, Madame la Ministre, permettez peut-être que j'aborde une question qui fâche ou qui fait parler d'elle. Il s'agit de la coopération, celle qui semble pour certains nouvelle. Votre coopération avec la Russie, la Fédération de Russie, alors beaucoup d'autres grandes puissances digèrent mal cela, et notamment l'ancienne puissance coloniale, si je puis me permettre. Aujourd'hui, comment vous appréciez justement votre coopération avec la Russie sur le volet militaire de cette coopération? Nous avons combien d'ambassades dans notre pays? À peine une dizaine. Il y a certains pays qui ont plus d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'ambassades. Et le gouvernement travaille avec toutes les ambassades. Il n'y a pas une ambassade qui est exclue par rapport à une autre. C'est pour dire qu'il n'y a pas un pays qui est exclu par rapport à un autre. La Russie en République centrafricaine depuis les années 60. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire pour qu'on dise que la présidence de la Russie fâche? Nous avons la Chine qui est ici. Nous avons certains pays africains, le Soudan, le Congo, le Tchad. Nous avons la France. Mais nous avons aussi tous ces pays-là qui sont avec nous. Et nous travaillons ensemble avec ces pays. L'intérêt de notre pays, c'est d'avoir avec nous tous nos partenaires qui puissent aider à reconstruire notre pays, que ce soit sur le plan de la sécurité, que sur le plan de son développement socio-économique. Donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on dise qu'il y a une présence qui fâche. Pourquoi ça doit fâcher? Donc, nous aussi, on repose cette question. Pourquoi la présence de la Russie doit fâcher? Parce que la Russie, c'est un pays comme tous les autres partenaires que j'ai cités ici et qui sont en République centrafricaine et qui travaillent avec nous. Certaines puissances ont pourtant considéré la RCA longtemps comme une chasse gardée et du coup, ils voient en la présence russe comme une façon, vous me permettez l'expression, de couper l'herbe à leurs pieds. Mais vous parlez de puissance. J'aimerais bien aussi qu'on parle de la puissance centrafricaine. Cette puissance est due à quoi? Et c'est ce que nous faisons toujours comprendre à tout le monde. La puissance d'un pays, c'est à partir de la valeur de son armée. Et notre rêve, c'est d'avoir aussi une armée forte pour que demain on dise que la RCA aussi c'est une puissance. C'est ça notre rêve. Pour le reste, nous avons
comme tous les autres pays du monde, de l'Afrique, je veux dire. Nous avons eu des pays colonisateurs. Et après ça, nous avons eu l'indépendance qui a été négociée et on les a eus. Donc aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les pays africains parlent d'une coopération gagnant-gagnant. Oui. C'est ce que nous pensons qui est important pour la République centrafricaine. Tous les partenaires se valent et à chaque partenaire maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut initier ensemble pour le bien-être du peuple centrafricain. Ce qui est important, c'est le bien-être du peuple centrafricain. Que les élèves aillent à l'école, que nous ayons des hôpitaux, que l'agriculture reprenne et qu'on commence à transformer tous nos produits qu'on a perdus et qui donnent maintenant des richesses à d'autres pays. Que l'élevage reparte et que l'armée soit vraiment ragaillardie, que l'armée soit forte, nos forces de défense d'une manière générale. Et tous les pays qui travaillent avec nous et qui apportent une contribution sont toujours les bienvenus. Il n'y a pas longtemps, on a signé un accord très important avec les États-Unis, pour appuyer nos forces de défense et de sécurité et aussi essayer de renforcer notre système de justice. Donc vous voyez que nous ne sommes pas limités avec un pays par rapport à un autre. Et je peux encore vous dire que ce qui est important pour nous, c'est ce que nous pouvons avoir de la part de nos partenaires à travers un système gagnant-gagnant. Tu donnes, je donne, et que le peuple centrafricain retrouve vraiment son bonheur. Le peuple a trop souffert. Et il est temps qu'on comprenne que ce peuple doit profiter aussi de ce pays. Être heureux chez soi, c'est le minimum. Donc nous n'avons pas un problème contre tel ou tel partenaire, nous n'avons pas des hommes d'ombre. Au niveau de notre ministère, nous avons justement, pour éviter qu'il y ait des interprétations, nous avons créé une cellule de coordination des partenaires qui tient sa réunion tous les 6 mois. Nous avons autour de la table tous les partenaires, y compris les G5, les G5, et nous présentons à tous les partenaires comment nous collaborons avec les uns et les autres, qu'est-ce que nous avons eu des uns et des autres et comment c'est utilisé, pour quels résultats. Donc il y a la transparence. Donc je pense pour notre part que si on pense qu'il y a conflit, nous pensons que ce conflit n'a pas de raison d'être. Madame la ministre, on ne va pas refermer cet entretien sans aborder aussi le volet de la coopération africaine. Le Rwanda, par exemple, se montre de plus en plus proche de la République centrafricaine. Qu'en est-il des autres pays de la sous-région, CEMAC, ou CEAC de manière élargie? Bon, il n'y a pas que le Rwanda. Je crois que vous êtes au courant qu'il y a le Cameroun qui est en train de nous appuyer dans le cadre de la sécurisation des élections, en mettant des troupes au niveau de la frontière, parce que la frontière est vraiment fluide. Et comme on le disait tout à l'heure, notre armée est en reconstruction. Le Cameroun a compris aussi qu'il était important vraiment de nous appuyer en mettant des hommes en tenue au niveau de la frontière. Parlant du Rwanda, nous avons signé un accord de coopération avec le Rwanda. Notre pays a tenu plusieurs rencontres avec tous les pays voisins déjà et tous les autres pays, quelques autres pays membres de la CEAC. Avec le Rwanda, cela a permis d'avoir un accord global de coopération. Et une composante de cet accord, c'est la coopération militaire. Donc vous comprenez que suite à cet accord que nous avons signé avec le Rwanda, il était tout à fait normal que nous bénéficions de cet appui pour la sécurisation des élections et pour la protection de la population. Parce que notre pays est très vaste. La MINUSCA a 10 000 hommes. Pour sécuriser la République centrafricaine totalement, pour ne plus qu'on puisse parler des hommes armés, des groupes rebelles, et même je dirais qu'il y a des mercenaires qui sont en train de rentrer dans notre pays, il faut au minimum 20 000 hommes pour protéger la République centrafricaine
et l'assainir sur le plan sécuritaire. Il faut 20 000 hommes. La MINUSCA a 10 000 hommes. Notre armée qui est en train de se reconstruire a à peu près 10 000 hommes. Donc, il va falloir que nous puissions réactiver nos coopérations avec les pays avec lesquels nous avons des accords pour qu'ils puissent nous aider à sécuriser la population. Voilà pourquoi nous avons le Rwanda avec nous aujourd'hui. Madame la ministre, à quelques heures de ces élections, vos compatriotes sont nombreux, à la fois à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, et aimeraient être rassurés. En tant que ministre de la Défense, face aux caméras du monde entier, quel message avez-vous à leur transmettre? Nous avons eu à organiser les élections de 2015-2016 pendant qu'il y avait plus de 17 groupes armés. 17 groupes armés. Et on a pu organiser des élections libres et transparentes. Maintenant, depuis les négociations, parce que le chef de l'État a choisi plutôt la voie du dialogue, parce que si ce sont des Centrafricains qui se sont rebellés, ben nous savons bien dans nos pays africains, quand quelque chose ne va pas, on se retrouve sous l'arbre à palabres, on discute et on trouve un compromis. Donc pour ceux qui sont des Centrafricains, il y a eu un long processus qui a conduit à la signature d'un accord politique pour la paix et la réconciliation. Suite à cet accord, plusieurs groupes armés ont arrêté d'être. Ils ont cessé leur action sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'avons que 4 groupes armés qui continuent à se faire parler d'elles. Donc de 17 groupes armés, aujourd'hui, on en est à 4. Ça, c'est déjà un premier critère. On n'a pas beaucoup de groupes armés aujourd'hui sur le terrain. Les élections se sont bien préparées. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce plan intégré de sécurisation qui est en cours, où il était prévu le redéploiement des forces sur le terrain. Il y a des cartographies qui ont été élaborées et nous avons pris même en compte l'aspect genre, parce qu'il y a certaines femmes qui sont candidates, donc il fallait étudier leur cas et voir concrètement comment les sécuriser. Tout allait bien, jusqu'à ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il y ait invalidation de certaines candidatures, dont celui du président Bouzizé. Alors maintenant, l'insécurité commence à revenir dans le pays parce que le président a eu à signer des accords avec quelques groupes armés où dans la déclaration, il a eu à dire ou vous choisissez la paix ou vous choisissez la mort. Mais les Centrafricains ne vont pas choisir la mort. Les Centrafricains vont choisir la paix parce qu'ils vont aller voter. Les Centrafricains vont aller voter. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a des mercenaires qui ont quitté les pays voisins pour arriver ici chez nous. Ils sont en train de profiter d'une occasion pour perturber les élections, tout simplement, parce qu'on a certains compatriotes qui continuent à parler d'une éventuelle transition. Mais je pense que notre pays est mûr. Nous avons choisi la voie de la démocratie. Pourquoi nous devons encore retourner en arrière pour parler d'une transition? Qu'est-ce que la transition apporte à un pays? Quand un pays est en transition, les partenaires ne s'engagent pas pour appuyer le pays. Quand un pays est en transition, personne ne viendra aider à reconstruire votre force de défense et de sécurité. Donc nous n'allons pas rétrograder notre pays parce que des efforts ont été faits. Pendant les 5 ans du mandat du président Faustin Archange Touadéra, vous l'avez constaté, l'armée est en train de monter, les forces de défense d'une manière générale sont en train de monter, les agriculteurs ont repris leurs activités, on a dépensé plus de 4 milliards et quelques pour apurer les dettes de coton auprès des agriculteurs. L'élevage reprend ses activités. L'école, nous avons construit des écoles et même équipé certaines écoles. Le président de la République a eu à signer avec le Fonds mondial de la santé pour que
les aides qui étaient suspendues pour la République centrafricaine puissent être reconduites. Et vous-même, vous voyez que ici, depuis que vous êtes arrivé, on n'est pas vraiment sous le poids de Covid-19. C'est parce que notre système de santé marche. Et tout ça, c'est parce qu'il y a la paix et la calmie. Donc, nous pensons que c'est important qu'on ne puisse pas venir nous parler d'une transition qui va détruire tout ce qui a été construit dans ce pays. Nous irons aux élections, surtout que tous les partenaires, le G5, les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a fait des déclarations pour dire que la MINUSCA doit accompagner le processus électoral. Non seulement une déclaration, mais dans la dernière résolution, il a été recommandé que la MINUSCA puisse assister à la préparation du processus électoral et sécuriser les élections. C'est un mandat de la MINUSCA. L'Union européenne, avec tous les pays membres, se sont engagés à soutenir ces élections. Ils ont investi des millions. Les institutions africaines, l'Union africaine et la CEAC ont fait des déclarations pour soutenir ces élections. Mais surtout, la population centrafricaine s'est engagée à dire qu'ils vont aller, qu'ils ventent ou qu'ils pleuvent, ils vont aller élire les hommes de leur choix. Donc, nous ne pouvons que rassurer la population que le 27, il y aura bel et bien les élections. Le gouvernement est en train de travailler sur un plan vraiment bien organisé pour la sécurisation de la population centrafricaine et la sécurisation de notre pays. Et nous pensons qu'après ces élections, il faudrait que nous voyions devant, que le pays puisse décoller. Parce que nous avons assez souffert 60 ans d'indépendance et que nous nous retrouvons encore à ce niveau. C'est vraiment un drame pour le peuple centrafricain. Il faudrait qu'on puisse redécoller. Il faudrait pouvoir redécoller. C'est en substance ce que nous retenons. Merci, Madame la Ministre. Bachir, je vous remercie. Et je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez. Ayez confiance. Et comme je l'ai toujours dit, la position de la République centrafricaine au cœur de l'Afrique centrale et au cœur de l'Afrique est vraiment stratégique. Donc, si la République centrafricaine a un problème, il faudrait que ce problème mérite l'attention de toute la sous-région et de toute l'Afrique. Parce que si la maison de ton voisin brûle, il faut rapidement chercher à éteindre le feu. On ne sait pas à qui le prochain tour. Donc, la République centrafricaine, aujourd'hui, bénéficie de toute l'attention de l'Afrique et nous remercions à travers vous tous les pays, frères et amis qui ont toujours volé au secours de notre pays et qui continuent encore à nous appuyer. Au moment où nous allons organiser la récolte, nous le ferons ensemble avec eux. Je vous remercie. Merci une fois de plus. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Dans la devise de la République centrafricaine, il y a le mot dignité. Et c'est en toute dignité que l'armée centrafricaine s'est engagée et réitère cet engagement aux côtés du peuple à travers Madame la Ministre Marie-Noëlle Koyara. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Afrique Média, le monde, c'est nous.